Bonjour, alors dans cette vidéo vous allez avoir le début du chapitre 4 qui correspond au corrigé du DM. Donc le chapitre 4 qui sera le dernier de cette partie s'intitule Quelques impacts de mutation sur l'homme. On ne peut pas étudier tous les cas de figure, on va en prendre quelques-uns. Et tout d'abord des maladies qui sont plus ou moins liées au patrimoine génétique. La première que l'on va voir, c'est la mucoviscidose qui est très liée au patrimoine génétique. C'est en effet la maladie héréditaire la plus fréquente en France. Alors on vous demande dans la question 1 de trouver les symptômes de cette maladie, c'est-à-dire le phénotype macroscopique. Alors il ne s'agit pas de répéter tout ce qu'il y a dans le document, mais d'en extraire les symptômes que va pouvoir reconnaître le médecin. Alors on voit qu'il y a des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs et des problèmes de stérilité. Ces problèmes, à quoi sont-ils dus? Eh bien, on a une toute petite phrase sous le document, la sécrétion d'un mucus trop épais qui obstrue progressivement les canaux de certains organes, explique les troubles liés à la mucoviscidose. On peut donc déjà faire un début de schéma. Le point de départ, donc, c'est un mucus qui est trop épais. Le mucus, c'est ce qu'on fabrique au niveau du nez, au niveau de la gorge, etc., pour empêcher les micro-organismes de rentrer dans notre organisme. Quand on se mouche, on extrait de notre nez du mucus encombrant. Ici, ce mucus étant trop épais, il obstrue, c'est-à-dire qu'il bouche tout ce qui est canaux. Alors ça peut être les bronches, ça peut être le foie, ça peut être le pancréas, d'où les anomalies qu'on a vues ici. Ce qui veut dire que les bactéries ne sont pas évacuées et que l'enfant présente des infections chroniques à cause de cela. On vous demande ensuite, dans la question 2, d'identifier la mutation, puis indiquer ses conséquences sur la séquence de la protéine CFTR. Alors, c'est très simple. On voit ici que pour l'allèle sauvage, en position 504 à 511, on a une certaine séquence de nucléotides. Pour l'individu atteint, enfin, un certain type d'enfant atteint, de cette anomalie delta F 508, eh bien, en position 508, il y a un problème, il y a 3 nucléotides qui manquent, il s'agit donc d'une délétion. Alors une délétion qui pourrait presque passer inaperçue, puisque ATC est un codon qui correspond à l'isoleucine, et ATT est également un codon qui correspond à l'isoleucine. Il manquera donc la phénylalanine et puis ensuite la séquence reprend normalement. Toutefois, pas de chance, cet acide aminé est important dans la chaîne. Donc délétion de 3 nucléotides entre les triplés 507 et 508 entraîne la perte de l'acide aminé phénylalanine en position 508. On arrive ici à la question concernant les documents 4 et 5. À l'aide d'un schéma représentant les échanges d'ions chlorure dans une cellule de l'épithélium des bronches d'un malade, montrer comment la modification de la protéine CFTR conduit à la maladie chez les individus homozygotes pour la mutation delta F 508. Alors on a ici, dans le haut, c'est le document que vous aviez pardon, dans votre le document 4 de votre livre nous présente l'individu sain, donc une cellule, un noyau, un ou 2 allèles fonctionnels, des ions chlorure qui peuvent passer à travers ce canal et donc peuvent rendre le mucus fluide et des poumons qui fonctionnent tout à fait bien. Chez l'individu qui souffre de mucoviscidose, eh bien, comme il y a 2 allèles qui ne sont pas fonctionnels, la protéine CFTR n'est pas présente dans l'épithélium des cellules des bronches,
Les ions chlore qui devraient sortir pour former un mucus fluide ne peuvent pas sortir de la cellule, donc le mucus est très épais, ce qui entraîne la destruction progressive des poumons. Donc vous aviez la correction de votre schéma, page 256. Je vous invite dans votre cours à refaire ces deux schémas montrant les deux cas de figure. Et bien sûr de titrer. La question 4 nous demande d'établir un schéma bilan de cette maladie. On démarre du génotype, c'est-à-dire l'origine génétique, pour ensuite passer au phénotype moléculaire, cellulaire et enfin macroscopique. Le plus simple, c'est de partir du phénotype macroscopique. Il y a donc des dysfonctionnements pulmonaires, digestifs, etc. C'est ce qu'on appelle la mucoviscidose. À quoi cela est dû? Eh bien, cela est dû à un mucus épais qui empêche le fonctionnement des cils, des cellules épithéliales. J'ai donc bien parlé de cellules dans le phénotype cellulaire. Pourquoi cela? Eh bien, parce que la protéine CFTR n'est pas fonctionnelle. Pourquoi cela? Eh bien, parce que nous avons une délétion de 3 nucléotides, CTT, qui sont perdus au niveau de l'allèle codant pour la protéine CFTR. Et donc, bien sûr, un titre au schéma. Et la légende, la flèche indiquant a pour conséquence. On passe à la page suivante pour les questions concernant prévenir et soigner la mucoviscidose. Alors, on nous demande ici d'expliquer l'augmentation de l'espérance de vie des malades depuis 1960. Eh bien, il y a plusieurs causes à cela. Donc, tout d'abord, retrouver les valeurs justifiant la question. Augmentation de l'espérance de vie. En effet, cette espérance de vie est passée de 5 ans en 1960 à 35 ans en 2000. Elle est encore aujourd'hui un petit peu en augmentation. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a mis en place plusieurs choses. L'administration d'antibiotiques pour éviter les surinfections qui pouvaient mener à la mort. Alors, les antibiotiques existent depuis les années 50. La kinésithérapie respiratoire qui se développe de plus en plus et dont on nous parle dans le document 6. Donc là, il est important pour répondre à la question de bien citer le document qui a permis d'extraire l'information en question. Et enfin, le dépistage systématique présenté au document 1. Chaque bébé est dépisté de nos jours. En plus de cela, il y a la greffe qui peut faire augmenter l'espérance de vie de 5 ans. On arrive ensuite au calcul du risque d'avoir un enfant atteint. Donc nous avons ici un couple qui a déjà un enfant garçon atteint et donc ils attendent un nouvel enfant et se posent la question du risque pour lui d'être atteint. Comme un frère est atteint, on déduit que les parents sont tous les deux porteurs, c'est-à-dire qu'ils sont hétérozygotes. La probabilité d'avoir alors un enfant malade, on a déjà plusieurs fois fait ce type d'échiquier de croisement, est de 1/4, comme présenté d'ailleurs dans le document 4 du livre. Ensuite, on nous demande de calculer pour chaque couple du document 3 le risque d'avoir un enfant atteint. Vous avez la réponse à cette question à la page 256. Il s'agit de probabilité. On multiplie la probabilité de chacun d'être hétérozygote par 1/4, puisque si tous les deux sont hétérozygotes, ils ont un risque d'1/4 d'avoir un enfant atteint. Donc pour un couple sans antécédents familiaux, voilà le risque, 1 sur 4000 à peu près. Si l'un des deux parents a
un frère ou une sœur malade, on passe à 1 sur 272. Et si les deux parents ont un frère ou une sœur malade, ils ont une chance sur 2, d'être hétérozygotes, et donc ils ont une chance sur 16 d'avoir un enfant atteint. Enfin, la question 4 parle de la thérapie génique. Quels sont ses espoirs, ses avantages et ses limites? Le principe, c'est donc de faire exprimer le gène CFTR qui est déficient chez les malades, chez les enfants atteints. On va le transférer grâce à un virus. Un virus, c'est la propriété d'aller se mettre dans les cellules. Et ce virus, on veut qu'il atteigne les bronches. Donc, les avantages, c'est un espoir de correction. Les essais cliniques sont assez concluants jusqu'à présent, mais on n'est pas encore passé à la phase où tous les enfants atteints sont traités. Les limites, c'est qu'il faut répéter l'administration pour soigner l'ensemble des cellules et qu'il y a un risque infectieux parce qu'on introduit un virus chez des enfants fragiles. Enfin, on demande en question 5 d'évaluer les risques et de soigner. Alors pour évaluer les risques, il faut étudier l'arbre génétique, chercher les porteurs sains, les homozygotes, et la probabilité pour chacun d'entre nous d'être porteur sain est de 1 sur 34. Si 2 parents sont porteurs sains, ils ont un risque d'un quart d'avoir un enfant atteint. Concernant les soins, on en a parlé tout à l'heure, les antibiotiques, la kiné et l'oxygénation, voire la thérapie génique qui est au stade d'essai. La notion est longue, mais j'ai mis un certain nombre d'éléments en noir parce qu'ils ont déjà été vus à propos du xéroderma. Donc vous recopiez la totalité, vous pouvez comme moi ne mettre en rouge que ce qui est nouveau pour ce chapitre. Donc là, c'est ce que nous ferons à la rentrée. Merci de votre attention. Vous pouvez maintenant faire le QCM.